Alors du coup, on va pouvoir y aller. Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Merci de nous rejoindre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Lelieur, qui est e-marketing manager chez Fournier Habitat et qui va nous parler de comment impliquer les magasins, les managers et les vendeurs donc dans la stratégie Drive to Store. Je vous laisse la Bonjour. parole. Si je peux avoir l'écran, ce serait parfait. Ça va arriver. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais des fois, d'enfoncer les portes ouvertes, ça fait du bien. Il faut se rappeler, c'est des choses évidentes, mais qui sont importantes à dire. Je vais parler de ce qu'on connaît, nous, chez Fournier Habitat, ce qu'on a testé, ce qu'on a fait chez Fournier Habitat et ce qu'on a pu avoir comme résultat. Très rapidement, je vais juste, pour situer un petit peu les choses, dire qui on est, parce que Fournier, c'est un groupe industriel familial et centenaire, hein. On est fabricant et distributeur de meubles de cuisine, salles de bain, rangement. On est situé entre lac et montagne. On a la chance d'être en Haute-Savoie, entre Annecy et la Clusaz, dans la capitale du Reblochon. Super, super programme. On est 1200 salariés au siège et dans nos usines, on fait à peu près, on devrait atteindre les 290 millions de CA en 2017. Et on a 460 magasins en France que vous connaissez. Fournier, ça parle pas, mais les marques, ça vous parle un petit peu plus. En tout cas, celle du milieu va vous parler un petit peu plus. Donc Fournier Habitat, c'est effectivement Mobalpa, Socook et Pérenne. Trois enseignes de retail sur l'univers de la cuisine et de la salle de bain. Aujourd'hui, donc on s'est créé en 1907, hein, c'est l'atelier de l'arrière, enfin du grand-père qui a commencé sa menuiserie. Aujourd'hui, c'est trois concepts, trois enseignes, trois positionnements. On a Socook, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Socook, on fait un peu de pub télé maintenant, donc c'est un petit peu plus une plus grande notoriété. Socook, c'est 128 magasins. On a fait une grosse progression parce qu'on a racheté les magasins Igena il y a 2 ans pour les transformer en Socook. C'est notre, on fait que de la cuisine et c'est vraiment notre enseigne entrée de gamme. Donc un panier moyen à 6 000 euros. Enfin, entrée de gamme chez nous, hein, chez les cuisinistes. Ensuite, on a Mobalpa qui est le vaisseau amiral. Ça existe depuis 1948, Mobalpa. Pour la petite histoire, ça veut dire mobilier des Alpes. Mobalpa. Voilà, juste pour. On fait de la cuisine, de la salle de bain et du rangement. On est plutôt sur un positionnement milieu de gamme, c'est-à-dire un panier moyen cuisine à 11 000 euros. Et ensuite, on a Pérenne qui est un petit peu moins connu, 85 magasins, qui s'est repositionné dernièrement sur l'agencement d'intérieur. Donc, on vend toujours de la cuisine, de la salle de bain, le rangement, mais plus avec une vision agencement d'intérieur, on est sur un positionnement premium avec un panier moyen à 17 000 euros. Donc en gros, sur le marché de la cuisine équipée des spécialistes de cuisine, on a la chance d'avoir trois enseignes avec trois positionnements et on prend toutes les parts de marché sur le spécialiste de la cuisine. Je vais juste, pour camper un peu les choses, vous parler très très rapidement du marché de la cuisine parce que c'est un marché qui est très spécifique. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez Fournier, je ne connaissais pas. Et franchement, j'avais pas imaginé, je connaissais pas du tout ce marché. Et effectivement, on connaît les marques, mais on connaît pas comment ça fonctionne réellement. Déjà, c'est un marché de niche. Vous avez seulement 6% des foyers français qui ont un projet de cuisine par an. Et il y en a que 3% qui passent à l'acte. Donc c'est pas de la grande consommation, c'est pas de l'automobile, c'est pas du télécom. Pourtant, on a l'impression qu'effectivement, c'est un marché relativement important, mais ça reste un marché de niche. Ensuite, il n'y a pas de repeat business. C'est quand même un des rares marchés où, en gros, on change sa cuisine entre 15 et 23 ans, selon les études. L'étude la plus sérieuse dit 23 ans parce que, alors on a souvent envie de changer sa cuisine, mais le passage à l'acte, c'est effectivement entre 15 et 23. Grosso modo, on en achète 2 voire 3 dans une vie. Et souvent, voilà, c'est un achat qui effectivement qui est assez rare et qui du coup augmente potentiellement sa complexité parce que c'est un achat compliqué. C'est un achat, nous on a un autre directeur d'enseigne qui dit que c'est un achat plaisir, la peur au ventre. C'est-à-dire qu'en général, ça se passe pendant un moment hyper intéressant de votre vie. C'est soit un déménagement, soit un achat d'une maison ou d'un appartement, soit j'ai envie de me faire plaisir, je change ma cuisine. Sauf que comme j'achète ça que tous les 15 ou 23 ans, je ne sais pas combien ça coûte.
C'est compliqué parce que je sais pas réellement ce que je veux. Et en plus, les cuisinistes ont une image malheureuse liée par le passé. Je sais que je vais me faire avoir quand je vais rentrer dans le magasin. Donc c'est un acte d'achat compliqué où il y a plein de problématiques aussi liées aux contraintes, aux travaux, etc. Donc c'est pas un achat simple. Et ça c'est assez important. C'est assez important dans notre démarche de bien l'avoir en tête. Et puis c'est un achat qui est pour l'instant en tout cas toujours en magasin, à l'ancienne. Hein. Vous choisissez le magasin que vous voulez visiter, vous allez en magasin, vous faites le tour du magasin, vous touchez. Et puis le vendeur va vous interpeller à un moment dans le parcours du magasin, et puis après c'est à lui de jouer, il va vous écouter, essayer de vous faire une vente. En 1, 2, 3 rendez-vous selon les enseignes. Donc c'est un achat, comme un achat dans l'ameublement, mais par contre quand vous y allez en magasin pour acheter, c'est 2 heures ça peut être entre une demi-heure à 2 heures le premier rendez-vous. On peut facilement passer 2 à 3 rendez-vous de plus d'1 heure et demie dans le magasin pour finaliser son acte d'achat. Parce que c'est pas un produit fini, tout simplement, puisque nous, ce qu'on vend, on fabrique une boîte de Lego et les vendeurs en magasin vous font la meilleure des propositions. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est un marché de niche, donc du coup, il y a une course indispensable à la notoriété. Marché de niche tous les 15 ans. Si vous n'êtes pas dans la tête des gens au moment où ils ont le projet. Donc tous les acteurs sont à la télévision. C'est assez étonnant. Dans un marché qui au final représente, on va dire, à peine 1 milliard d'euros en France, vous avez tous les acteurs principaux, les plus importants qui sont en télé et de manière assez importante. Et donc on a des budgets télé relativement conséquents pour un business qui reste sur une niche. Donc en gros, je fais du mass média, mais pour aller chercher peu de gens. Par contre, il y a une concurrence excessive. On est en moyenne avec 13 enseignes en moyenne par zone de chalandise. Je vous fais un scope. Ça, c'est là où vous pouvez acheter une cuisine équipée aujourd'hui. Donc, vous avez les généralistes de meubles. IKEA est le premier faiseur en France en termes de volume. Vous avez ensuite les généralistes électroménagers qui s'y sont mis il n'y a pas très longtemps, Darty en premier boulanger. Vous avez bien sûr les grandes surfaces de bricolage. Et puis ensuite, vous avez tous les cuisinistes, les spécialistes cuisine. Donc on retrouve les enseignes du groupe, mais aussi nos concurrents principaux qui sont Schmitt, Cuisinella, Xina. Vous avez des cuisinistes indépendants, parce qu'il y a aussi beaucoup en local, il y a certaines notoriétés et il y a des cuisinistes indépendants, voire même des artisans indépendants qui réussissent à faire des choses intéressantes. Et le e-commerce qui, tout doucement commence à vendre, mais plutôt sur des paniers moyens plus faibles. Donc, tout ça pour dire que l'enjeu du Drive to Store chez Fournier, il est important. Quand on voit ça, l'enjeu du Drive est vraiment important. Donc ce qu'on s'est dit, nous, chez Fournier, c'est que comme on dépensait beaucoup en télé, sur le digital, on ferait que du Drive to Store. Donc tout ce qu'on fait sur le digital, que ce soit en acquisition, en achat média, en projet, etc., c'est Drive to Store. Et on laisse la télé à faire la notoriété, ou la radio. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre domaine, on a un comportement repos à plus de 85%. C'est pour pas faire peur, mais je pense qu'il est plutôt à 95% quand on achète un produit tous les 15 à 23 ans. Souvent, c'est la première fois que vous l'avez acheté. Bon, je vous apprends rien via Google. On a chroniquement, comme l'automobile, des visites en magasin qui baissent. Avant, on avait ce qu'on appelait la shopping list et la short list. La shopping list, c'est que je visitais 5-6 cuisinistes et puis je faisais 2-3 devis dans la short list. Aujourd'hui, très clairement, la shopping list, elle est faite en ligne et j'arrive en magasin avec ma shortlist déjà préétablie, ce qui fait qu'on a de moins en moins de passages. Pour la petite histoire, un passage chez nous, c'est 130, 150 passages magasins par mois en moyenne. Donc c'est tout faible. Donc quand il rentre, il a déjà coûté très cher. Donc, par contre, on a moins de passages, mais on a du passage plus qualifié. Normal. Le tri s'est fait en amont, d'où l'importance du digital dans notre stratégie. On a une cible aussi qui est particulière, en tout cas sur le digital. On cherche les porteurs de projets, parce qu'en gros, le parcours d'achat type, le parcours client, on a une phase d'inspiration qui peut durer 2 ans. En gros, qui est en même temps que la phase d'inspiration
quand vous changez une maison, vous voulez acheter, acheter sur plan, ou acheter dans le neuf, ou acheter dans l'ancien. À un moment, vous dites, bon allez, maintenant on bouge, allez voilà, j'ai une phase qui peut être de 6 à 18 mois, à 24 mois selon. Et ensuite, vous avez une phase qui dure, qui est une phase où vous êtes en phase projet, et là, vous voulez vraiment, vous avez besoin voilà, d'avoir un devis, de rencontrer les marques. Et là, ça dure entre 3 à 8 semaines, selon les enseignes. Chez un Soccook, on est en entrée de gamme, ça va très vite. Chez un Mobalpa, c'est un petit peu plus long. Chez un Pérenne, où on propose un package sur l'agencement d'intérieur, c'est plus long. Mais en gros, en 3 à 8 semaines, tous les 15 ans. Donc la fenêtre de tir, elle est courte, il ne faut pas la louper. Et puis on a aussi des attentes consommateurs qui sont de plus en plus fortes. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'achat de la cuisine, c'est compliqué. On va plusieurs fois en magasin, c'est long. Donc comment faire pour justement essayer de raccourcir ça et de pouvoir, et comment le digital peut nous apporter. Donc on a des clients qui demandent de plus en plus de la demande de la prise de rendez-vous en ligne, de la demande de devis en ligne, etc. Donc c'est important. Et puis un autre point aussi qui est très important, je ne sais pas s'il y a des retailers dans la salle qui ont des magasins. Le local, les recherches locales sont de plus en plus importantes. Pardon. En tout cas, dans notre thématique à nous, sur la cuisine, on a pas loin de 50% des requêtes sur Google qui sont localisées ou géolocalisées. Et puis nous on n'achète pas un produit fini, donc la réputation du magasin est de plus en plus importante. Et donc voilà, nos clients, nos prospects recherchent aussi la réputation du magasin qu'ils ont envie d'aller à la rencontre. Donc tout ça pour dire que le Drive to Store, c'est un enjeu majeur pour nos enseignes, mais c'est pas que pour nos enseignes. Mais comme on a un trafic naturel magasin qui est très faible, ça décuple cet enjeu. Donc du coup, chez Fournier, quelle que soit l'enseigne, alors c'est plus ou moins vrai c'est surtout pour Soccook Mobalpa, ça l'est un petit peu moins pour Pérenne, mais on a une stratégie, on a mis en place une stratégie en 4 temps sur le Drive to Store, qui est d'une part générer du trafic web local, que ce soit en SIA ou en SEO. Alors très clairement, c'est comment je peux maximiser la visibilité de mes magasins dans Google. Alors j'ai du budget SIA comme tout annonceur, sauf que mon budget n'est pas extensible. Il y a 3 ans, je me suis dit peut-être que le moyen le plus simple, c'est d'aller chercher plus de budget. Donc j'ai demandé à nos directeurs d'enseigne, ils m'ont dit non, c'est la télé qui prend le budget, donc je ne peux pas t'en donner plus. Et puis je me suis aperçu que nos magasins, ils dépensaient encore 400, 600 000 euros pour un réseau sur page jaune, ils dépensaient encore énormément sur des partenariats locaux, offline. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai fait les 3 réseaux à travers la France, sur des réunions régionales, et je suis allé vendre du Google AdWords local, leur dire donnez-nous votre budget et on va le gérer pour vous. Donc je mets en place une équipe dédiée et on a une agence qui gère ça pour nous. On a un traffic local manager en interne. On gère pour vous, on vous fait des préconisations de budget. Vous nous donnez tant par mois. Ça va de 150 euros à 700 euros selon les zones de chalandise par mois par magasin. Et puis on va vous générer du trafic local web sur votre page magasin. On avait un vieux store locator à l'époque. Et donc on a commencé comme ça. Au début, on a eu 50% du réseau. Aujourd'hui, chez Soccook, on doit avoir 95% du réseau. Chez Mobalpa, on doit avoir, on va dire, 75% du réseau. Chez Pérenne, un petit peu moins, mais c'est un petit peu plus compliqué. On a au moins 50% du réseau. Mais en tout cas, la première chose, c'était d'aller chercher du budget. Résultat des courses, aujourd'hui, sur AdWords, 70% du budget vient des magasins. Donc du coup, on a un budget qui est très conséquent, qui nous permet vraiment d'avoir une visibilité hyper importante. Et puis avec 3 ans de recul maintenant, on arrive à optimiser les campagnes de manière assez fine. Et aujourd'hui, les magasins sont convaincus et on ne se pose même pas de questions. 2018, c'est imposé chez Mobalpa dans le plan de communication. Enfin, il y a même plus, ça fait partie du plan média de base d'un magasin. C'est-à-dire tu fais AdWords et après, tu vois si tu as du budget pour faire de l'affichage, pour voir si tu as du budget pour faire du dépliant. On est déjà de base sur AdWords. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, le SEO local, c'était comment j'arrive à mieux référencer mes pages magasins, comment j'arrive à mieux référencer effectivement mon store locator. Donc on a fait un travail, nous, au niveau enseigne, au niveau siège.
Et puis après, pour ça, on avait besoin du deuxième élément, qui est la page magasin personnalisée et active, c'est-à-dire produire du contenu, enfin avoir du contenu spécifique pour chaque magasin et qui est mis à jour régulièrement. Je ne vais pas vous apprendre ça, pour Google, c'est important. Et je vais expliquer après un petit peu où on est allé là-dessus. Sinon, dans ces pages magasins personnalisées, l'idée c'était aussi de les rendre un petit peu attractives pour aider à la transformation et pour aider au Drive to Store. Donc faire en sorte que ce soit sympa quand j'arrive sur une page magasin, donc que j'ai par exemple les photos des équipes, d'avoir toutes les photos des équipes, d'avoir pour chaque personne, d'avoir des petits adjectifs, des petits hashtags qui expriment ce qu'il ressent, ce qu'il est, etc. En tout cas, essayer d'humaniser au maximum nos vendeurs en magasin pour rassurer, pour éviter justement ce côté un peu, je vais me faire de marchand de tapis du cuisinier. Donc ça, c'était hyper important. Et puis, on avait aussi les réalisations, puisqu'au final, comment démontrer l'expertise de nos magasins en montrant des photos de leur réalisation, de ce qu'ils ont déjà fait. Donc ça, pour nous, les 2 points importants sur ces pages, c'était ça. Et puis, un peu de l'actualité du magasin, mais c'est vraiment les réalisations et d'humaniser l'équipe. Ensuite, on a la prise de rendez-vous en ligne. L'idée, c'était de plugger, il y a pas mal de retailers qui font ça, mais de plugger un module de prise de rendez-vous sur l'agenda des magasins. Nous, on a un ERP développé en interne qui nous permet assez facilement de le faire, mais par contre, ça demande une éducation assez poussée et un accompagnement des magasins et des vendeurs pour qu'ils fassent en sorte de bien gérer leur agenda. Sinon, vous avez pas de disponibilité parce qu'ils ont bloqué tous les créneaux pour préparer les dossiers de leurs autres rendez-vous. Et puis, on a un 4e sujet qui est la vie client. Celui-là, je l'ai grisé parce qu'on est en plein dedans. L'exemple qu'on veut suivre, c'est celui de Citroën. Je ne sais pas si vous connaissez Citroën Advisor. C'est de pouvoir... alors, on fera sûrement pas un site externe, mais on va mettre en place sûrement notre propre système d'avis client certifié AFNOR sur nos sites web pour pouvoir mettre de l'avis magasin. Pourquoi pas de l'avis, aller jusqu'à l'avis vendeur et aller jusqu'à l'avis poseur, parce que nous, on a aussi une autre problématique, c'est qu'on pose, pour Mobalpa et Peren, on pose 100% quasiment des cuisines. Donc voilà, on travaille dessus, on est en lien avec l'AFNOR pour être certifié, mais il y a un enjeu là-dessus. En tout cas, cette stratégie à 4 temps, alors je ne suis pas là pour rentrer dans le détail de tous ces éléments-là, mais ce qu'on a vite compris, c'est que sans les magasins, on n'y arriverait pas. Alors, le trafic web local, le SIA, il fallait récupérer le budget. Ça reste assez simple, c'est les patrons, c'est les managers, ça va encore. Les pages magasins personnalisées, on a essayé de produire le contenu pour les magasins de l'enseigne. Pas possible. Les réalisations, déjà, de toute façon, il faut que le magasin il nous les envoie. S'il ne nous les envoie pas, ça ne sert à rien. Si c'est juste les poster et recadrer l'image, voilà. Donc, on a besoin d'eux. Et pour les photos en magasin, oui, on peut envoyer un photographe, mais à un moment ou un autre, il y a du turnover, donc il faut que ce soit mis à jour, etc. Il faut qu'il y ait une implication forte du magasin. La prise du rendez-vous en ligne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au démarrage, on a commencé, il y avait 3 créneaux disponibles chaque semaine. Parce qu'au final, on va chercher, alors selon les modèles, soit c'est le manager qui gère un agenda et qui place les plages qu'il a envie de donner disponibles, soit c'est carrément en automatique on prend chaque agenda de chaque vendeur et on concatène tout ça et on sort les plages disponibles. Sauf que préparation rendez-vous de 14h, préparation au rendez-vous de 16h, on a beau créer des catégories de rendez-vous, rendez-vous pour justement ressortir ces... voilà, donc on n'avait aucun... donc il y a un gros travail aussi de ce niveau-là. Et puis les avis clients, là on est en plein dedans. On va leur demander de répondre, on va leur demander d'interagir avec ces avis. Et là, il y a du boulot. Parce que quand on voit déjà ce qu'ils peuvent répondre par email, ce qui nous remonte du service client, enfin vous le savez tous, c'est compliqué. Et ça reste aussi que des commerciaux qui souvent sont un peu piqués au vif par leurs clients. Et puis on a d'autres problématiques, en tout cas plus chez Mobalpa, on a 85%, 90% de concessionnaires. C'est des entrepreneurs. Donc quand l'entrepreneur il a décidé qu'il avait un client dans le nez et que le client il lui revient pas, donc voilà, c'est compliqué. Et en plus,
Ce projet-là s'incorpore aussi dans un projet satisfaction client plus vaste. Donc on a besoin des magasins. Mais alors du coup, comment on implique les magasins dans ces projets digitaux? Alors je vais enfoncer des évidences, mais il faut le dire. Déjà, le projet, il doit être au service des vendeurs et des managers. C'est-à-dire des process, des outils, des actions qu'on leur demande hyper simples. Ça sert à rien, les trucs compliqués, ils le feront pas, c'est des vendeurs, hein, un vendeur, c'est assez binaire, donc il faut que ce soit simple. Nous, sur toutes les interfaces qu'on a mis à disposition pour gérer la page magasin, pour gérer l'agenda, etc., la page magasin, poster une réalisation, notre objectif, c'était que ce soit aussi simple que de poster sur Facebook. Et au final, c'est ce qui s'est avéré, puisque on n'a eu que des retours très positifs là-dessus. Donc on s'est vraiment forcé là-dessus, mais tout ce qu'on propose, que ce soit des process, des actions, il faut que ce soit simple. Et le deuxième point important, c'est que ces projets, aux yeux du vendeur, du manager, il faut que ça génère du CA, il faut que ça aide à générer du CA. Tous les projets qui n'aident pas à générer du CA, ah, elle est bien votre tablette là, c'est sympa, on va pouvoir faire Mumus, on va pouvoir voir en 3D le truc, sauf que ça ralentit l'acte d'achat. Et alors moi, ce que je veux, c'est que l'acte d'achat soit plus rapide et je veux pas que les gens se posent des questions. Non, on priorise ce qui génère du CA. Et du coup, les 4 projets qu'on a mis en avant, c'était ça, c'est générer du trafic sur les pages, avoir des pages qui aident à prendre rendez-vous, la prendre rendez-vous qui va nous permettre derrière d'avoir des taux de transformation assez importants, parce que quelqu'un qui prend rendez-vous en ligne, c'est quelqu'un qui est motivé. On travaille à des outils supplémentaires qui vont nous permettre de qualifier encore un peu plus le rendez-vous, et puis la vie client pour travailler la notoriété locale et la réputation. Mais il faut que ce soit au service du vendeur, du manager, et il faut que ça permette d'augmenter le CA. Tout le reste, moi je l'ai vu, on a fait plein de projets chez Fournier, ça fait 5 ans, on a fait des espaces projets où chez Mobalpa, où le client peut préparer sa visite, le vendeur, il peut récupérer les éléments, mais ça sert à rien, ça génère pas plus de chiffre d'affaires. En tout cas, dans la tête du vendeur, ça ne lui génère pas plus de chiffre d'affaires. Et donc du coup, il le fait pas, et le client s'est passé beaucoup de temps à préparer son espace projet, il arrive en magasin, c'est déceptif. Donc il faut vraiment prioriser ça. On peut faire l'espace projet quand on a fait déjà le basique. Alors la bonne recette pour impliquer les magasins, en tout cas chez Fournier, mais je pense que c'est très clairement, à mon avis, c'est des choses qu'on peut reproduire chez tout autre retailer. C'est déjà, chose primordiale, pareil, j'enfonce des portes ouvertes, c'est convaincre d'abord en interne. Moi, je suis responsable e-marketing, je suis transverse à l'ensemble des enseignes. Il y a des équipes digitales dans chaque. Moi, j'ai des équipes digitales. Il y a aussi des équipes digitales opérationnelles dans chaque enseigne. J'ai des directions communication et marketing dans chaque enseigne. J'ai des directions marketing opérationnelles dans chaque enseigne. J'ai un directeur d'enseigne, directeur commerciaux. Donc, il faut déjà convaincre les équipes de com, marketing, digital, ça c'est facile. Mais après, il faut convaincre le commerce, la direction générale, parce que ça doit être des projets d'entreprise, ça doit être poussé. Et les animateurs commerciaux, parce qu'au final, ceux qui sont... Alors nous, on les appelle les animateurs commerciaux, je ne sais pas comment vous les appelez chez vous. Voilà, c'est ceux qui sont en contact avec le magasin en permanence. Donc ça, c'est hyper important de convaincre. Ensuite, il faut prioriser et échelonner, un projet à la fois. Ça ne sert à rien d'arriver avec 3 projets d'un coup. On était prêt sur la prise de rendez-vous, la page magasin, on était prêt. On a déployé en 2 fois, on a timé et on a refait la même chose. En tout cas, on a refait le même plan d'action en 2 fois. Bien sûr, il faut prouver l'efficacité. Encore une fois, c'est des portes ouvertes. Donc un POC avec un groupe pilote de magasins volontaires. C'est hyper important que les magasins soient volontaires. Nous, on a eu l'occasion lors d'un séminaire chez SoCook, justement d'aller chercher des volontaires. Ça a été mon rôle pendant le séminaire. On est reparti avec une vingtaine de vendeurs volontaires répartis sur une dizaine de magasins, donc c'était hyper intéressant. On a créé un atelier, un groupe pilote autour de différents POC grâce à ces volontaires. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'ils sont très motivés. Et puis, le nerf de la guerre pour moi, c'est définir un plan de déploiement pour chaque projet. Chaque projet a ses spécificités, a ses interrogations, ses besoins particuliers. Et donc définir un plan de déploiement, c'est vraiment concevoir les outils, les process de formation, d'accompagnement. Hyper important aussi, c'est le nombre de projets que j'ai pu voir sortir sans objectif réel, en tout cas annoncé. On teste, on verra, on le déploie, on verra bien ce que ça donne. Non, faut un objectif, projet, objectif.
Et l'objectif, il faut le timer et il faut définir des KPI qui permettent de suivre ces objectifs très clairement. Si on n'a pas ça, ça n'a aucun intérêt. Un plan de déploiement, il faut un objectif, un timing. Donc selon le projet, il y en a c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et puis des KPI simples, vraiment que tout le monde peut interpréter. Et donc je répète, le déploiement, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et pour moi, il y a 5 points clés. C'est former et impliquer les animateurs commerciaux. Donc avant tout déploiement, on intègre, même dans l'atelier pilote, dans les ateliers pilotes, on intègre des animateurs commerciaux. Et en réunion commerciale, on fait présenter, je trouve ça très malin, on fait présenter par l'animateur commercial aux autres animateurs commerciaux. C'est l'animateur commercial qui présente le projet, qui restitue le POC et qui, à minima, en tout cas, présente le sujet à ses confrères. Mais il faut vraiment les impliquer parce que c'est eux qui sont le relais en magasin. En tout cas, chez Fournier, c'est la même force. On n'a pas des gens spécifiques pour déployer des projets en magasin. Ensuite, c'est communiquer auprès du réseau. C'est hyper important de communiquer, bien sûr, sur l'ensemble du réseau, le projet, ce qu'a donné le POC, voilà comment on a prouvé le concept, etc. Et puis le calendrier de déploiement. Ensuite, bien sûr, il faut fermer les vendeurs. Donc nous, on a tout testé, on essaye de faire en fonction du projet. On fait des e-learning simples, des rapid learning, des vidéos tutoriels, de la formation one-to-one pour l'agenda géré par le manager. On n'a pas trouvé mieux que la formation one-to-one. On a pris les 130 managers. On a prévu de la ressource interne ou externe, hein, c'est selon les possibilités. Par tel, le téléphone fonctionne encore très bien pour former, hein, ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer des choses très complexes. Par visio quand on peut, mais souvent en magasin, les connexions Internet dans les centres commerciaux, c'est pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que le tel marche très très bien. Bien sûr, accompagner, animer, dédier une ou plusieurs ressources pour le support et l'animation du déploiement. Je prends l'exemple de Socook qui est le plus avancé chez nous pour 130 magasins. C'est quasiment une personne, un ETP, quasiment une personne à temps plein qui accompagne et anime les magasins sur les pages magasins, sur la prise de rendez-vous et puis on va dire sur la partie achat média. Moi j'ai une personne dans mon équipe qui est à temps plein sur la gestion pour les 3 enseignes. Et puis derrière, il faut envoyer des reportings réguliers. Alors des reportings, des newsletters, ce que vous voulez, mais en tout cas il faut communiquer. Pendant la phase de déploiement, il faut communiquer. Alors, selon si le déploiement dure 3 mois, 1 mois, 6 mois, c'est soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, soit tous les mois. Les KPI de suivi. Je donne un exemple. Chez Socook, on avait 4 mois pour déployer les pages magasins et on avait un objectif au bout de ces 4 mois de 500 réalisations postées sur les pages magasins. Et donc, toutes les semaines, on communiquait le nombre de réalisations et on mettait quelques réalisations en avant sur une newsletter et on avait des bons de retour. Et après chaque newsletter, on avait un pic d'augmentation des réalisations de manière, faut les picouser. Et puis, montrer des best practices. Alors, quelque chose que je n'ai pas expliqué là dans le détail parce que il n'y avait pas assez de temps, mais on a aussi été... l'idée, c'est leur page magasin. Donc, sur cette partie page magasin, on fait aucune modération a priori, on fait de la modération a posteriori, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi simple que Facebook. Ils mettent leur réalisation et nous, derrière, la personne qui anime vérifie si ces réalisations sont conformes. Elle les supprime pas directement, elle envoie un petit mail au magasin, elle lui dit il faudrait mieux que tu fasses ci, il faut éviter ça. Et au démarrage, on a eu quelques petites, on a eu quelques petites choses, quelques réglages, mais maintenant, ils ont bien compris. Et c'est clair que si vous imaginez de faire de la modération a priori, c'est mort. Mais moi, il a fallu que je lutte 2 ans auprès des enseignes pour pouvoir faire de la modération a posteriori. Hein. Parce que imaginez une photo d'une réalisation pas qualitative sur un site d'un cuisiniste qui passe beaucoup de temps à faire des belles photos de cuisine pour ses catalogues, c'est très complexe. Et j'imagine que dans d'autres business, c'est à peu près pareil. Donc, mais l'idée, c'est pour le coup, l'idée, c'est de les impliquer en les responsabilisant. Il y a une charte, hein, je ne l'ai pas rentré dans le détail, mais on a aussi des chartes d'utilisation pour éviter aussi des déboires. Et ensuite, après le déploiement, avoir toujours en tête que rien n'est acquis, mais alors vraiment rien. Accompagnement, animation, reporting, pour tout le monde, en interne, en magasin. Dès qu'on arrête de les animer à minima, ils repassent au train-train habituel du magasin.
Donc ça, c'est hyper important d'avoir toujours en tête ça. Et puis quelques résultats chez SoCook, puisque chez SoCook ça fait 3 ans les Google AdWords, ça fait 1 an les pages magasins, et ça fait la prise de rendez-vous, ça va faire 9 mois. Sur le trafic web local, ce que je disais tout à l'heure, on a 95% des magasins qui souscrivent au Google AdWords local. On a 40% de trafic supplémentaire sur les pages magasins, trafic naturel, puisqu'ils ont produit des réalisations, ils ont produit des teams, ils ont produit du contenu personnalisé. On a vu des positions de dingue se prendre sur Google. On a intégré, on leur fait un reporting mensuel avec tous leurs KPI digitaux. On a intégré le positionnement SEO local qui est dedans, et ça, c'est hyper intéressant, ça les pousse un peu. Sur les pages magasins personnalisées et actives, on a 100% de teams complétés. Je peux vous dire qu'à la base, demander à des vendeurs de se mettre en photo sur la page magasin, on a eu pas mal de, ça a été compliqué. Et puis on a eu 1150 réalisations postées, c'est-à-dire qu'au bout de à peine 1 an, on a 9 réalisations par magasin. On est plutôt très satisfait. Et ensuite, enfin, la prise de rendez-vous en ligne, en mettant en place un vrai système de prise de rendez-vous en ligne sur l'agenda où les gens peuvent choisir le rendez-vous, etc., en termes de transfo, plus le fait qu'on a plus de trafic naturel, qu'on a des pages magasins plus sympas, on a augmenté de plus 60% ces demandes de rendez-vous. Et on a des croissances à 2 chiffres depuis 3 mois là, qui sont assez fortes. Parce que maintenant qu'on a fait ça, on a pu le mettre en avant et le communiquer sur nos communications nationales. On explique que maintenant, si tu prends rendez-vous en ligne sur le site web, chez SoCook, tu peux avoir un devis à la fin de ton premier rendez-vous. Donc, on l'a marketé et on a fait la boucle. Mais avant de le marketer, on l'a déployé, on l'a testé et on a essayé de faire en sorte d'impliquer au maximum les magasins. Voilà. Merci de... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il faudra parler dans le micro pour enregistrer la question. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé beaucoup de le fait que le magasin local, ils ont payé leur publicité, mais comment c'était attribué, voilà, le coût des personnels nécessaires pour animer, parce que vous avez vous-même dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux personnels. Ouais, c'est du budget de la marque. C'est le budget de la marque. En gros, on ne facture au magasin que le CPC, que les coûts par clic. Toute la gestion, tous les honoraires agences, etc. sont pris en charge par l'enseigne. Le magasin, il dépense au réel ce qu'on a dépensé sur Google. Réellement, il n'y a pas, les coûts sont pris en charge par l'enseigne. C'est ce qui a permis aussi de récupérer ces budgets. Puisque quelques magasins faisaient des campagnes dans leur coin, mais ils payaient des honoraires assez élevés. Et on leur a dit, nous on prend en compte tous les fees et tu dépenses que du budget au clic. Alors, je vous invite, pardon, on est déjà très en retard, donc je vous invite à aller directement poser vos questions, comme ça on enchaîne, sinon on va prendre un quart d'heure de retard. Merci beaucoup.